et organisé par la CAG Section Montréal. Premièrement, nous tenons à remercier notre partenaire principal, qui est le gouvernement du Québec. Nous vous rappelons qu'il est important d'éteindre vos appareils cellulaires. La présentation de cette session sera d'une durée de 25 minutes, incluant la période de questions. Alors, je vous remercie. Notre prochain conférencier est M. Claude Coggia, qui est enseignant-professeur à l'UQAM. Et il y a des co-auteurs qui sont Yves Baudouin, Yann Roche et Benoît Saint-Onge, qui sont également des enseignants de l'UQAM. Alors, je vous remercie. Est-ce que vous avez une biographie? Vous pouvez vous installer là. Ça devrait. Celui-là. C'est bon, ça fonctionne. C'est bon. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Hier, quand je venais ici, tout juste quelqu'un qui est exposé à côté du kiosque de l'UQAM me dit bonjour, je lui réponds et il me dit vous êtes de l'UQAM? J'ai dit oui. Il dit mais moi aussi. J'ai dit je ne vous connais pas. Il dit mais oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas me connaître parce que ça fait 20 ans que moi j'ai étudié à l'UQAM et j'ai fait le programme en système d'information géographique. Je dis mais c'est des gens comme vous qu'on cherche parce que ça fait 20 ans que ce programme-là tourne à l'UQAM. Et donc on a le plaisir de rencontrer beaucoup de gens ici qui, ont participé d'une manière ou d'une autre à l'évolution dans ce programme. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu de ce que les années ont fait, de ce programme-là. J'invite tout le monde à intervenir parce que je vois quelques têtes dans la salle qui sont de bons connaisseurs de ce programme-là. Je vois quelqu'un d'autre rentrer aussi qui connaît même mieux le programme que moi. Il s'agit de François. Ne soyez pas gêné, François. Donc, vous pourrez toujours intervenir pour me dire à telle période il y a ici ou ça. Mais je n'oriente pas ma présentation sur l'historique de ce programme-là. Je présente le programme tel qu'il existe aujourd'hui et ce qu'on fait de plus en plus à l'UQAM. Alors, cette présentation, je la fais au nom de mes collègues de l'UQAM. Il s'agit bien entendu de Benoît Saint-Onge, de Yves Baudouin, de Yann Roche, et puis en mon nom propre aussi. Alors 20 ans de géomatique, c'est quand même quelque chose. On ne l'a pas fêté, mais je crois que la plupart des anciens étudiants que je rencontre me disent qu'on devrait le faire. Je crois que c'est une première pièce qu'on fait aujourd'hui en présentant ce que ce programme-là est devenu. Ma présentation va porter au fait sur 3 aspects. Le premier, ça va être l'enseignement. L'enseignement, disons, à la maîtrise au département de géographie de l'UQAM, bien entendu, et le DSS sur lequel je vais concentrer l'essentiel donc de la présentation. Et ensuite, je parlerai un peu de la recherche. C'est particulièrement dans le cas où nous impliquons nos étudiants. Ensuite, un peu de la coopération que nous avons eue avec ce programme-là, avec d'autres pays, si on a le temps, bien entendu. Au département de géographie, au 2e cycle, nous avons, disons, un certain nombre de programmes importants qui sont, entre autres, la maîtrise en géographie. Et cette maîtrise-là, elle peut se diviser en 2 parties. C'est la maîtrise orientée recherche et la maîtrise professionnelle. Dans les 2 cas, on peut l'appliquer à la géomatique. Donc il y a bien des étudiants qui vont faire leur maîtrise orientée système d'information géographique et d'autres qui vont faire leur maîtrise professionnelle en aménagement du territoire et en système d'information géographique. Au-delà de ces 2, de la maîtrise, nous avons le DSS, qui est le diplôme d'études supérieures spécialisées en système d'information géographique. D'autres DSS côtoient ce DSS-là, à savoir le DSS de gestion de risques majeurs et celui de planification territoriale et de développement local. Le DSS en SIG a été créé en 1991 et c'est une formation qui visait, qui vise toujours à, un approfondissement des connaissances dans le système d'information géographique particulièrement et à la préparation de la relève dans ce domaine-là. C'est un programme qui a eu jusqu'à aujourd'hui
disons, je passerai peut-être au PowerPoint suivant, nous avons eu jusque-là environ 300 diplômés et auditeurs, dont le tiers est constitué de femmes. On aurait aimé avoir un peu plus de femmes dans le domaine, voyez. Donc le tiers est constitué de femmes. L'équipe qui dirige actuellement ce programme est une équipe qui est constituée, disons, de 4 professeurs. En l'occurrence, nous avons Yann Roche, Benoît Saint-Onge, Yves Baudouin et moi-même qui dirige ce programme-là. Nous avons 3 chargés de cours et les chargés de cours sont une pièce centrale de notre formation, dont un dans la salle, François, où est-ce qu'il est? Voilà, salut François. Pour les étudiants qui sont au programme et qui n'ont pas encore commencé la 2e session, vous aurez l'occasion de voir François dans le cours de mise en œuvre d'un système d'information géographique. Vous allez beaucoup aimer. Et nous avons aussi M. Gendron, que vous connaissez bien entendu, et puis il y a, disons, celui qui donne le programme avec François Martin et Deschênes, voilà, bien entendu. Et nous avons des professionnels, que ce soit en informatique, que ce soit en administration, ou bien en pédagogie, ou, et surtout, dans la recherche de l'emploi, ou pour les stages, nous avons des gens qui sont dédiés exclusivement à ces tâches-là. Le programme, disons, embrasse un certain nombre de cours qui, disons, changent, disons, au fil des besoins du marché. Nous nous adaptons souvent aux besoins du marché. Nous avons des adaptations qui vont venir d'ici à là, mais vous savez, les universités sont comme un gros bateau, hein. Quand vous voulez faire une modification de programme, ça vous prend souvent, disons, il faut commencer ça 2 ou 3 ans à l'avance. Donc, les modifications que nous pensons faire vont peut-être se voir dans quelques années. Je disais tantôt, nous avons au total environ, c'est un chiffre approximatif parce que c'est difficile d'avoir le nombre exact. Nous avons environ 400 diplômés et auditeurs, 400 personnes au bout de 20 ans qui ont suivi ce programme-là. Je rappelle que c'est un programme qui est contingenté, c'est-à-dire que nous prenons chaque année un maximum de 21 étudiants au maximum. Alors quand j'ai fait un peu la comptabilité des étudiants qui ont pris par ce programme-là d'une manière ou d'une autre, on peut évaluer ça à 400. Le taux de placement varie dans le temps, mais disons qu'en général, il est très très bon. Les étudiants cette année, on n'est même pas arrivé, disons, à fournir suffisamment d'étudiants pour tous les stages qui nous ont été offerts. Nous avons aussi certaines compagnies qui, disons, d'une manière ou d'une autre, sont des abonnés des étudiants de l'UQAM. Et il y en a un certain nombre, bien entendu, que vous voyez là. Que ces compagnies-là soient des compagnies, disons, québécoises ou canadiennes ou même étrangères, nous en avons même qui peuvent aller, disons, errer jusqu'à JPL à la NASA. Donc, c'est des choses qui commencent à arriver pour nos étudiants. Et nos étudiants, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Soit ils travaillent dans cette compagnie-là, ou encore, ils vont être utilisés, disons, ils vont utiliser ce diplôme-là comme un escalier pour faire d'autres choses. Il y en a certains qui sont aujourd'hui pilotes, il y en a d'autres qui sont professeurs dans d'autres universités, et même à l'UQAM, des gens qui ont fait le programme du DSS et qui sont, disons, enseignants à l'INRS ou ailleurs, ou dans d'autres universités. Si vous voulez plus d'informations au sujet donc du programme, vous pourrez visiter le siège chez osig.uqam.ca. Nous avons pas mal d'informations sur ce site-là. La partie recherche, ici je l'applique à ce que nous donnons souvent à nos étudiants. Au fait, je dis la recherche dans laquelle nous appliquons le plus souvent à nos étudiants. Nous avons pour le moment 3 thématiques essentielles. C'est-à-dire que nous avons des professeurs qui vont, disons, s'intéresser beaucoup plus aux îlots de chaleur. Vous savez ce que c'est que les îlots de chaleur, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui vont s'intéresser, en l'occurrence Benoît Saint-Onge, qui va s'intéresser au LIDAR, et moi je m'occupe un peu du radar. En parlant du LIDAR, par exemple, dans ces programmes-là, dans tous ces 3 programmes-là, l'UQAM a quand même gardé un certain leadership. Il y a des aspects
dans lesquels nous sommes, modestie oblige, nous sommes les seuls. Nous sommes ou les premiers. Quand je prends par exemple le LIDAR, le premier, et comme le disait Benoît lui-même hier, le premier à utiliser le LIDAR pour déterminer la hauteur des arbres, il disait au monde, c'est lui. Et donc quand même on a un certain nombre de professeurs qui ont fait des choses qui sont quand même innovantes. Alors si je prends par exemple ce projet sur lequel Yves Baudouin a impliqué un certain nombre de ses étudiants, tout ce que je présente là, par exemple, c'est des travaux d'étudiants, qui ont déterminé ce qu'on appelle la température au sol, disons, à partir de certaines images satellitaires. Waouh, 5 minutes. Alors, je vais passer très rapidement. C'est des recherches qui ont permis, par exemple, d'avoir, disons, des idées claires sur des endroits où il fait anormalement chaud à Montréal, c'est-à-dire dû au fait qu'on a fait de mauvais aménagements, par exemple, et donc d'éviter ou encore de prévoir les conséquences de ces mauvais aménagements-là qui font que certaines personnes peuvent, disons, ça peut aussi, disons, accélérer malheureusement certains décès. Je vais passer rapidement comme ici, c'est un étudiant qui détermine un peu la corrélation entre les indices de végétation et les îlots de chaleur. Donc, vous voyez, il a fait le travail puis en 1984. Il s'agit d'un de nos étudiants qui s'appelle Julien Leprince, il a fait pour 1984. Il a fait également pour 2005. On voit très bien la corrélation entre les indices de végétation et les îlots de chaleur. Je vais passer cette partie très rapidement puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Cette partie-là concerne, disons, Benoît Saint-Onge et ses étudiants. Au fait, ce que Benoît Saint-Onge va faire, il va utiliser le LIDAR, la technologie LIDAR, pour, disons, aller chercher l'altimétrie, les hauteurs des arbres et quantifier la biomasse. Alors, c'est un travail qui est d'une certaine expertise et qui est de plus en plus demandé pour, disons, la dynamique de la forêt québécoise. Et Benoît est quand même un des leaders dans ce domaine-là. Je vais passer rapidement les PowerPoint puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est correct. OK. Alors l'image que vous voyez là, c'est une image générée à partir des données radar. Vous voyez par exemple au milieu vous avez le sol et en haut vous avez le sursol. Là par exemple vous avez le sursol. Et donc c'est les données LIDAR qui permettent donc de générer, disons, cette cartographie-là. Personnellement, je m'implique au niveau du radar ces derniers temps et j'implique également mes étudiants. Ce que nous faisons actuellement, c'est plutôt du pré-traitement. Donc, c'est plutôt préparer les données de radar pour qu'ils puissent être utilisées, disons, de manière conséquente. Parce que les données de radar ont un défaut. Le défaut que ces données-là ont souvent, c'est intrinsèque à leur nature. L'orientation, par exemple. Pardon. Vous voyez ici, par exemple, nous avons la même occupation du sol. Nous avons la même occupation du sol. Par contre, nous avons la rétrodiffusion radar n'est pas équivalente partout. Quand vous faites une classification sur ces données-là, par exemple, vous n'êtes pas à même de trouver, il n'y a aucun classificateur qui directement appliqué sur ces données-là va vous donner un bon résultat. Alors, ce que nous faisons avec nos étudiants, c'est de les mettre, disons, à même de pouvoir être outillés pour, disons, appliquer des pré-traitements à ces genres de données pour qu'elles puissent, disons, sortir, disons, des informations plus exactes. Je vais passer rapidement sur les figures puisque on n'a plus beaucoup de temps. Quand on regarde ici, par exemple, si vous regardez l'image de gauche, vous voyez très bien ici que j'ai un petit problème avec le pointeur. Quand vous regardez l'image de gauche, vous voyez ici c'est Verdun au fait, à Montréal ici. Vous voyez très bien que l'occupation du sol qui est là, elle est beaucoup plus brillante que celle qui est ici. Pourtant, c'est le même type d'occupation de sol. Ceci est dû simplement à l'orientation des rues. Alors, nous, ce que nous faisons, nous appliquons des algorithmes qui permettent donc de passer de ce niveau-là à celui-ci. C'est le niveau de pré-traitement qui nous permettent donc
disons, de corriger l'image, au fait, comme si on réorientait les rues de manière à ce qu'on puisse avoir une image beaucoup plus cohérente. En ce moment-là, cohérent dans le sens plus juste, je veux dire. Si vous voulez des détails là-dessus, j'ai une présentation qui porte là-dessus demain vers 15h15, je crois. On s'occupe également des cas de discrimination de classe, c'est-à-dire de reconnaissance d'objets. On fait de la reconnaissance d'objets parce que quand vous prenez, disons, une image radar, vous voyez les différentes signatures spectrales que vous voyez sur l'écran sont des signatures spectrales qui sont difficiles à discriminer. Ce que nous faisons, nous essayons d'utiliser la méthode texturale, c'est-à-dire la méthode contextuelle qui nous permet d'aller discriminer, disons, les différentes classes d'occupation de sol en milieu urbain. Ceci dit, l'imagerie radar a beaucoup évolué. Et là, nous avons des images qui sont, disons, monopolarimétriques. Il y a d'autres images qui vont avoir 4 polarisations. Ce que nous cherchons, c'est de savoir quelle est la meilleure combinaison. Si on faisait par exemple une classification multispectrale, quelle est la meilleure combinaison qu'on puisse utiliser pour aller chercher l'occupation du sol en milieu urbain. Nous avons fait un certain nombre de tests. C'est des opérations qui, disons, peuvent prendre beaucoup de temps ordinateur. Certaines fois, ça nous prend, ça peut demander 200 000 classifications. Il y a certains étudiants ici, je vois Audrey devant moi, qui l'essayent même dans leur propre travail actuellement. Alors donc, on va chercher quelles sont les meilleures combinaisons pour aller détecter différents types d'occupation du sol. Nous avons d'autres étudiants qui vont s'occuper, disons, de l'interférométrie. L'interférométrie radar ici, c'est aller chercher les petits mouvements au niveau, disons, des objets au sol. Et cette interférométrie, nous avons certains étudiants, par exemple, qui s'intéressent de plus en plus à ça. Il y a Jonathan Normand, par exemple, qui, disons, lui va utiliser l'interférométrie pour voir est-ce qu'il y a une liaison entre, disons, les cracks au niveau des maisons et le type de sol sur lequel ces maisons-là sont construites à Montréal et quelles sont les raisons qui sont à l'origine de ces mouvements-là. Il y a d'autres étudiants, par exemple, Kozal, lui, qui va aller chercher un peu sur au niveau des temples. Comment tu l'appelles déjà, Kozal? Au Cambodge. Si l'extraction de l'eau a des inconvénients, c'est prouvé que ça a des inconvénients, mais jusqu'à quel point et à quelle vitesse les temples encore s'enfoncent. Donc, c'est des thématiques qui nous intéressent et qui, à certains égards, demeurent quand même très contemporaines, c'est-à-dire d'actualité. Je vais, disons, arrêter parce que mon temps est pratiquement fini. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Kodja. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Kodja? Il n'y a pas juste du monde dans toutes les industries. Je suis moi-même diplômée du DESS en C. Bon, vous voyez, et je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout. Alors, puis je reconnais d'autres anciens collègues ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? J'aimerais ajouter que actuellement nous sommes en train de penser, disons, à modifier un certain nombre d'éléments au niveau du programme pour les rendre, ils sont déjà d'actualité, mais nous regardons loin parce que les outils de la géomatique changent également. Et comment est-ce que nous pourrions les intégrer de manière optimale pour que les étudiants qui sortent puissent être, disons, accueillis sur le marché avec, disons, toutes les connaissances qu'il leur faut. Nous cherchons donc à faire, disons, certaines modifications dans ce programme-là. Mais pour le moment, comme je vous disais au départ, comme les modifications de programme dans les universités sont, disons, des opérations qui prennent beaucoup de temps, nous essayons de trouver d'autres moyens pour intégrer les nouvelles connaissances dans ce programme-là, en faisant, par exemple, les 2 dernières années, par exemple, on a fait des journées, des semaines sur le web mapping. Cette année, on va peut-être faire sur d'autres thématiques
Donc, on insère chaque fois de nouvelles connaissances en mettant certaines formations hors programme. Et si, disons, il y a des chargés de cours dans la salle, s'il y a, disons, même les étudiants veulent nous suggérer des choses, nous sommes très très ouverts. Nous savons très bien où nous allons. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.